à tous et bienvenue au troisième épisode du balado En famille présenté par le Comité de droit de la famille et de la jeunesse de l'UQAM. Notre épisode 2 portait sur le droit de la jeunesse et la commission Laurent. Il s'agissait en fait d'une première partie du sujet où nous avons abordé le rôle de l'avocat de l'enfant avec Maître Brousseau. Aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième partie du sujet sur la Commission Laurent et le droit de la jeunesse en discutant du rôle de l'avocat de la DPJ avec Maître Andrea Ruel. Maître Andrea Ruel est avocate au CIUS de la Montérégie et elle pratique, là, en fait, elle représente la DPJ dans les instances en protection de la jeunesse. Donc, sans plus tarder, je la laisse se présenter. Et donc, bonjour. Donc, Maître Ruel, peut-être que vous pouvez commencer avec une présentation de vous et de votre rôle d'avocate à la DPJ. Oui, absolument. Donc, bonjour. En fait, mon parcours, je l'ai débuté à l'UQAM de mon côté. J'ai terminé mon bac à l'hiver 2017. J'ai fait mon barreau à l'automne 2017 en 4 mois. Puis, j'ai débuté mon stage en janvier 2018. Donc, moi, ce que je cherchais à la base, c'était vraiment un stage en droit de la famille. Donc, c'est ce que j'ai trouvé là, du côté de la Rive-Sud. Par contre, c'est un cabinet qui faisait aussi du droit de la jeunesse. Donc, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre là, du droit de la jeunesse. Puis, je me suis rendu compte par le fait même que le familial, c'était pas fait pour moi du tout. J'ai poursuivi au même cabinet pendant presque 2 ans. Puis, donc, on faisait de la défense autant des mandats privés que des mandats d'aide juridique, principalement du familial et du droit de la jeunesse, là, pas mal à 50-50. Puis là, ça fait un petit peu plus qu'un an que je travaille pour le contentieux du C3S Montérégie-Est, là, donc pour la DPJ Montérégie. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du rôle de procureur aux enfants? Parce qu'en fait, on a fait aussi un balado avec une procureure de l'aide juridique. Donc, un peu nous parler de la différence entre vous et l'aide juridique. Oui, absolument, c'est ça. C'est souvent ce que les gens confondent, justement. On pense que, bon, on travaille pour la DPJ, donc on représente l'enfant, mais en fait, c'est pas ça. Nous, on présente des demandes dans l'intérêt de l'enfant. Par contre, on ne représente pas l'enfant comme, justement, votre podcast précédent là, l'explique bien. Nous, ce qu'on fait, c'est on représente donc la directrice de la protection de la jeunesse. Il faut savoir qu'il y a plusieurs directeurs de la protection de la jeunesse, donc c'est pas une directrice ou un directeur pour le Québec. Donc, c'est divisé. Donc, moi, par exemple, c'est Montérégie-Est. Donc, on couvre un très grand territoire là, qui s'étend des palais de justice de Sorel, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Longueuil, jusqu'à Valleyfield également. Donc, on représente vraiment la directrice de la région pour laquelle on est. Donc, il y a un directeur aussi à Montréal, Laurentides, etc., etc. Donc, c'est vraiment notre rôle, c'est donc présenter les demandes dans l'intérêt de l'enfant au nom de la directrice de la protection de la jeunesse. Évidemment que c'est pas la directrice elle-même là, qui nous accompagne au tribunal. Donc, essentiellement, c'est les intervenants qu'on représente là, au tribunal ou qu'on leur donne des conseils juridiques. Ils ont l'autorisation d'agir justement au nom de la directrice de la protection de la jeunesse. Donc, c'est ça, c'est différent de représenter l'enfant, là, comme expliqué dans le précédent podcast que vous avez présenté. Le comité aimerait vous livrer un petit avertissement avant de continuer votre écoute. Le présent épisode sur le droit de la jeunesse et l'avocat de la DPJ a pour but de comprendre comment et pourquoi la DPJ intervient dans la vie d'un enfant. Nous ne commenterons pas les travaux de la commission Laurent avec Maître Ruel et nous ne critiquerons pas non plus l'instance de la DPJ. Chacun a son rôle dans les instances en protection de la jeunesse et ce qu'on veut maintenant, c'est de comprendre celui de la DPJ avec Maître Ruel. Donc, je vous laisse continuer votre écoute. À quel moment, finalement, la DPJ intervient dans la vie d'un enfant? Pourquoi qu'elle intervient, entre autres, les motifs de compromission là, qui lui permettent d'agir? Là? Oui, absolument. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes, puis c'est des fois, justement, un peu nébuleux puis difficile à comprendre. Donc, je vais essayer de faire ça, là, de faire un résumé, pardon. Donc, c'est sûr que pour que la DPJ soit impliquée dans un dossier, ça part d'un signalement. S'il n'y a pas de signalement, que personne signale la situation d'un enfant, nous, on ne sera jamais au fait là, de la situation de cet enfant-là. Donc, ça part par un signalement. Ensuite, il y a un travail au niveau de, on appelle RTS, rétention, transmission des signalements. Donc,
à savoir est-ce qu'on le retient ou on ne le retient pas, le signalement. Parce qu'il y a quand même plusieurs signalements qui ne sont pas retenus. Certains sont faits, par exemple, c'est un parent qui n'est pas content de l'autre parent par vengeance et qui ne sont pas fondés, en fait, là, les signalements. Donc, il faut retenir le signalement pour passer à la prochaine étape. Donc, si on retient le signalement, on tombe dans le stade de l'évaluation du signalement. Donc, c'est vraiment, il y a 2 équipes. Il y a l'équipe évaluation-orientation et ensuite l'équipe application des mesures. Donc, si le signalement est retenu, le signalement sera évalué par l'équipe évaluation et orientation des signalements. Donc, ce que l'intervenant terrain va faire, donc, va aller analyser les faits qui ont été signalés, aller voir la famille, rencontrer l'enfant, etc. Puis, au terme de l'évaluation, c'est là qu'on va déclarer si les faits sont fondés ou non fondés. Ça se peut des fois qu'on a un signalement, qu'on fait l'évaluation, puis finalement, c'est pas fondé ou la situation s'est résorbée, la situation s'est améliorée, puis on ferme le dossier à cette étape-là aussi. Si jamais... C'est vous qui faites cette étape-là, c'est l'évaluation du signalement ou c'est plutôt l'intervenant? C'est l'intervenant. Non, c'est ça. Nous, on n'est pas là encore. Là. Le contentieux, on n'agit pas encore, là, sauf pour conseil, là, mais c'est vraiment l'intervenant qui est sur le terrain qui va faire là, cette évaluation-là. Nous, on agit. Je vais signaler où est-ce qu'on intervient, là, mais c'est vraiment pas tout de suite. Donc, une fois que l'évaluation est faite, c'est ça. Si les faits sont déclarés fondés, on va passer au stade de l'orientation. Donc, l'orientation, c'est en fait, on rencontre les parents, puis on détermine c'est quoi nos recommandations. Donc, par exemple, on recommande que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial, mais qu'on lui apporte de l'aide, conseil, assistance pour une durée de 6 mois, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, dépendamment des dossiers, un petit peu plus drastique. On peut recommander un placement en centre de réadaptation ou confier à un membre de la famille ou famille d'accueil, etc., etc. C'est sûr que ça, c'est des mesures plus drastiques, mais il y a beaucoup de dossiers que c'est simplement, on maintient dans le milieu familial. Par contre, on veut apporter de l'aide, conseil, assistance, qu'il y ait certains suivis médicaux, des choses comme ça. Donc, une fois que cette étape-là est complétée, c'est sûr qu'il y a plusieurs avenues possibles. Ça se peut que les parents signent des mesures volontaires, qu'on appelle une entente sur mesure volontaire, puis qu'on n'ait jamais besoin de saisir la cour et donc que nous, les avocats, on n'intervienne pas dans le processus. Donc, si tout le monde est d'accord, par exemple, les parents disent « Oui, c'est bon, on va travailler avec vous pendant 6 mois. » Donc, tout le monde signe des mesures, c'est possible de le faire, alors que le dossier soit transféré à l'autre équipe qui s'appelle l'application des mesures. Donc, une fois qu'on a déclaré que la sécurité et le développement sont compromis, que tout le monde est en accord avec ça, qu'on signe des mesures volontaires, on transfère à l'équipe application des mesures. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un autre intervenant qui prend en charge du dossier pour appliquer les mesures, justement. Sinon, si par exemple, les parents ne sont pas d'accord, là, je m'excuse, j'ai un petit bug. Si les parents ne sont pas en accord, donc c'est à ce moment-là qu'on va, on va utiliser la voie judiciaire. Donc, on va saisir le tribunal pour que le tribunal déclare que la sécurité et le développement sont compromis. Puis à ce moment-là, c'est à la directrice de la protection de la jeunesse de faire la preuve que la situation est compromise. Donc, c'est là que nous, on embarque dans le dossier. S'il n'y a pas d'urgence, tout ce que je vous ai dit, là, c'est s'il n'y a pas d'urgence dès le départ. Je vais vous faire un petit aparté là, sur les dossiers plus urgents sur lesquels on doit saisir le tribunal tout de suite. Mais s'il n'y a pas d'urgence, donc on va saisir le tribunal, on va fixer une date d'audition. La directrice de la protection fait la protection de la jeunesse, fait sa preuve pour que le tribunal déclare sécurité et développement compromis. Les parents présentent leur défense et l'enfant, si représenté, là, dépendamment si un mandat légal ou conventionnel, présente sa défense également. Et le juge va trancher. Si, par exemple, le juge déclare qu'il n'y a pas lieu là, de déclarer la situation de l'enfant compromise,
le dossier se termine là. Si le juge décide qu'en effet, la situation, la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, à ce moment-là, c'est un petit peu la même chose. Donc, on déclare la situation compromise. Le juge va rendre des mesures. Donc, par exemple, pour 6, 9 ou 12 mois, là, généralement, c'est surtout ces durées-là qui sont rendues. Et donc, le dossier, à ce moment-là, va passer à l'application des mesures encore une fois, compte tenu que la sécurité et le développement ont été déclarés compromis. C'est toujours cette petite étape-là qui permet de changer d'équipe au niveau des intervenants. Par contre, c'est ça, si jamais le dossier est urgent, il faut absolument présenter ce qu'on appelle une urgence. Dans la loi, c'est l'article 76.1. En tout temps, on peut, la directrice de la protection de la jeunesse, on peut présenter une urgence au tribunal dès la réception du signalement. Là. Si on reçoit le signalement, et c'est très, très grave, par exemple, qu'on veut protéger l'enfant tout de suite, par exemple, qu'on a besoin de le confier à quelqu'un rapidement ou qu'on a besoin d'interdire les contacts avec une personne rapidement, il y a toujours moyen, sous l'article 76.1, d'aller chercher une ordonnance au tribunal. Également, si c'est encore plus urgent que ça, il y a moyen aussi, dans la loi, c'est l'article 46, qui permet à la directrice de la protection de la jeunesse d'appliquer une mesure de protection immédiate, que ça s'appelle. Donc, dans une situation super urgente et dangereuse pour l'enfant, donc on doit appliquer des mesures pour le protéger. On peut, par exemple, tout de suite le retirer de son milieu ou suspendre des contacts avec un parent qui ne va pas bien ou des choses comme ça pour le protéger. Mais ça doit être vraiment une situation exceptionnelle, urgente. Par la suite, on se présente au tribunal. Donc, durant tout le processus, s'il y a quelque chose d'urgent qui survient, on peut y aller là, rapidement. Est-ce que ça arrive quand même souvent, les mesures d'urgence, ou généralement, c'est plus des mesures régulières? C'est sûr qu'en majorité, c'est des 76.1, donc des urgences qu'on présente, parce que c'est sûr que ça permet justement aux parents de se faire entendre, de présenter une défense, des choses comme ça. Sauf que il y a des situations beaucoup trop urgentes, beaucoup trop importantes qu'on doit absolument protéger l'enfant et qu'on doit appliquer un 46. Mais c'est sûr que dans la majorité des cas, c'est sur l'article 76.1, puis on se présente à la cour. Parfait. Donc, dans ces étapes-là, les contacts avec les intervenants, les intervenantes, à quel moment ça se passe? À quel moment que vraiment il y a un contact entre les intervenantes et le contentieux, dans le fond? En fait, ça peut être à tout moment. C'est sûr que le contact le plus important qu'on a, c'est à partir du moment où le dossier est judiciarisé. Par contre, ça arrive souvent que, par exemple, ils ont des questions, ils nous appellent « Ah, ça, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est correct? » Des questions de confidentialité, des questions de est-ce qu'ils peuvent ou ne pas faire telle chose, telle chose. Donc, ils nous interpellent dès le début de l'évaluation. Également, des fois, on a besoin d'intervenir parce qu'il y a des problèmes au niveau de la collaboration. Donc, nous, on peut intervenir pour envoyer des lettres ou donner des conseils là, aux intervenants. Donc, c'est dès le début. Puis, il y a même des intervenants là, à la rétention des signalements qui peuvent nous contacter s'ils ont des questions. Mais c'est sûr que le gros du contact qu'on a avec nos clients, avec les intervenants, donc, c'est du moment où le dossier est judiciarisé. Parce que si j'ai un procès, par exemple, c'est sûr qu'on va communiquer ensemble pour, premièrement, rédiger la demande, ensuite préparer le dossier, préparer le témoignage, voir si on a besoin de documents ou d'autres témoins pour notre preuve. Donc, on a un contact très étroit. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme c'est nos clients, on leur parle souvent, on a une très bonne relation avec eux parce que souvent, on est dans le même district, par exemple, puis on travaille avec les mêmes intervenants. Donc, on se connaît bien, puis on a une super belle relation également. Vous avez parlé d'autres témoins que les intervenantes. Est-ce que ça arrive souvent? C'est quoi les autres types de témoins qu'ils pourraient avoir? Bien, les autres témoins, c'est sûr qu'il y a, par exemple, beaucoup de dossiers où il y a des éducateurs de milieu. Donc, ça peut être un éducateur de milieu. C'est sûr qu'on essaie de déposer des rapports là, à la place, mais ça arrive qu'on fait venir des éducateurs. Ça arrive qu'on fait venir des éducateurs des centres de réadaptation. Sinon,
il y a également certains spécialistes de la santé, des professionnels de la santé, pardon, ou des gens dans les milieux de garde. Donc, ça peut être vraiment là, une grande panoplie d'intervenants, mais souvent, c'est ceux qui travaillent proche de l'enfant, qui connaissent la famille. Puis, juste pour revenir un peu en arrière, vous avez parlé des étapes, des mesures d'urgence, des mesures régulières, mais pour que vous soyez impliqué dans le dossier, il faut qu'il y ait des motifs de compromission. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des motifs de compromission puis de la preuve que vous devez apporter au tribunal là, par rapport à ces motifs-là? Oui, absolument. En fait, c'est très clair et très balisé là, au niveau de la loi. Donc, les motifs sont tous à l'article 38. Ils sont tous là énumérés. Donc, je peux vous faire un petit aperçu rapidement. Là. Donc, c'est les motifs qui sont là de A à F. C'est sûr qu'il y en a qu'on voit plus souvent que d'autres et il y en a qui englobent plus de choses que d'autres. Donc, pour le 38A, c'est l'abandon. C'est sûr, c'est le motif, à mon avis, qu'on voit le moins souvent, là. Mais ça peut arriver, là, si, par exemple, l'enfant, bon, il se retrouve sans parent qui s'occupe de lui. Donc, il n'y a personne qui s'occupe de l'enfant en tant que tel. Mais comme je vous dis, c'est le motif qu'on voit plutôt rarement. Ensuite de ça, 38B, négligence. Ça englobe beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il y a 3 sous-paragraphes, donc négligence physique, éducative, puis au niveau de la santé. Fait que si on prend la négligence physique, c'est surtout, bon, s'assurer que les besoins de base là, sont remplis au niveau alimentaire, d'hygiène, d'un logement. Tu sais, des fois, c'est sûr que, par exemple, il y a des parents qui ont de la misère avec avoir un logement stable ou des choses comme ça, où ils sont sur le point de perdre leur logement, ou il y a de la misère à avoir toute la nourriture nécessaire à la maison. Donc, ça peut être sur ce plan-là, comme ça peut être là, au niveau de l'hygiène de l'enfant ou même du logement. Ensuite, il y a aussi la négligence sur le plan de la santé. Donc, c'est vraiment surtout les soins requis au niveau de la santé physique et mentale de l'enfant. Donc, si ce n'est pas assumé alors que l'enfant en a besoin, c'est là qu'on va se diriger plus vers ce motif-là. Ensuite, négligence sur le plan éducatif, ça doit être le motif le plus large et englobant, là, parce que c'est sûr que c'est par rapport à l'encadrement, la surveillance adéquate d'un enfant. On parle aussi au niveau de la fréquentation scolaire dans ce motif-là, mais c'est ça, c'est un motif qui est souvent vu au niveau des dossiers. Puis c'est vraiment là, surveillance, encadrement, c'est surtout sur la base de ce motif-là. Et pour tous ces motifs-là aussi, si vous regardez l'article 38B2, on peut déclarer de notre côté qu'on considère qu'il y a un risque sérieux de négligence. Donc, on n'est pas obligé toujours d'avoir une négligence en tant que telle. On peut déclarer qu'il y a un risque sérieux de négligence. Donc, c'est aussi une autre possibilité pour 38B. Ensuite de ça, 38C, mauvais traitement psychologique. Ce motif-là, c'est plus souvent vu quand il y a des conflits parentaux sévères. Donc, je voudrais, la majorité du temps, quand on a un 38C, mauvais traitement psychologique, c'est que l'enfant est au prix là, au milieu d'un conflit parental sévère. Ça peut être aussi autre chose, là, par exemple, un enfant là, qui se fait dénigrer par ses parents, qui n'ont pas des propos adéquats là, envers l'enfant, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui englobent le 38C, là, mais je vous dirais, en gros, ce qu'on voit plus souvent, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, 38D, ça englobe tout ce qui est abus sexuel, risque d'abus sexuel. 38E, abus physique, risque d'abus physique. Puis 38F, les troubles de comportement sérieux qu'on retrouve là, chez les adolescents majoritairement. Donc, ça fait pas mal le tour des motifs de compromission. Mais comme je vous dis, je vous ai fait un aperçu de ce qu'on voit, ce qu'on entend généralement. Mais c'est sûr que c'est très restreint par rapport à la réalité, là, dans le sens que il peut y avoir plein d'autres situations qui correspondent à un des motifs de compromission là, que je vous ai nommés.
Aussi, il peut y avoir plusieurs motifs de compromission Oui, qui, que c'est à cause de ça que vous allez intervenir. Tu sais, c'est pas oui, nécessairement oui, pour absolument. une seule raison que... Exact. Ça se peut que, par exemple, on a un dossier on fait une évaluation, qu'on déclare qu'il y a négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan éducatif, et risque d'abus physique, et troubles de comportement sérieux. Ça se peut là, qu'il y en ait une panoplie. Puis, ça se peut aussi qu'avec le temps, par exemple, on suit un enfant depuis 1 an pour tel motif, mais au bout d'1 an, on a un autre signalement, une autre évaluation et on peut demander au tribunal, par exemple, là, d'ajouter un motif de compromission. Donc, et il y en a aussi qu'à travers le temps, certains motifs se règlent, là, si je peux dire, puis on les retire, là. Donc, ça se peut que j'ai un suivi pour un enfant, par exemple, en mauvais traitement psychologique parce qu'il y a un conflit parental important et en négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère. Mais 1 an plus tard, par exemple, le conflit est toujours présent, mais la mère a fait des démarches et on considère que la sécurité et le développement n'est plus compromis au niveau de la négligence sur le plan éducatif. Mais c'est un motif qu'on ne va plus travailler puis qui sera pas reconduit, là, si je peux dire. Donc, on va rester à travailler l'autre motif qui était déjà présent, mais c'est ça, on peut en ajouter, en enlever à travers le temps, là, puis il peut en effet y en avoir un seul comme il peut y en avoir plusieurs. Parfait. Aussi, on voulait aborder les projets d'entente parce qu'en lisant les témoignages à la commission Laurent, on a vu des avocats parler de projets d'entente et tout. Donc, on voulait savoir comment dans le fond, les projets d'entente ils fonctionnent, quand est-ce que c'est pertinent de les utiliser. Oui. Bien, en fait, les projets d'entente, ça fait quand même, ça fait plusieurs années là, que c'est discuté, que c'est présent, mais c'est sûr que dernièrement, il y a quand même une augmentation de l'utilisation des projets d'entente, là, selon ce que moi je constate en Montérégie. Là. C'est sûr, je parle toujours pour ce que je vois en Montérégie de mon côté. Je sais que c'est utilisé ailleurs parce que, bon, on a des dossiers en collaboration, puis des fois, on va dans d'autres districts, là, mais en ce qui concerne la Montérégie, c'est sûr qu'il y a une belle augmentation de l'utilisation des projets d'entente. Les projets d'entente, c'est comparable, tant qu'à moi, au consentement écrit qui sont déposés en cours supérieure au niveau du droit familial. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup fait en droit familial en cours supérieure, alors qu'en jeunesse, même si, par exemple, on arrive à un consentement, le juge rend normalement une décision, prend la position des parties, tout le monde est d'accord, parfait, et rend jugement. Donc, ce qu'on introduit au niveau des projets d'entente, c'est que c'est les parties qui rédigent et qui signent et qui déposent un projet d'entente pour qu'il soit entériné. C'est sûr que ça permet de rajouter quand même plus de modalités, plus de conditions au niveau des projets d'entente. Et c'est pour ça que ils sont principalement, là, ils sont utilisés depuis longtemps quand on fait des CRA, donc des conférences de règlement à l'amiable, parce que, justement, on a discuté, on a négocié pendant 3 heures et plus, et donc, on met toutes les modalités de nos discussions, de ce qu'on s'est entendu et des conditions de notre consentement, si je peux dire, à travers le projet d'entente. Donc, c'est quelque chose qui était souvent utilisé au niveau des CRA et on l'utilise de plus en plus, surtout dans les dossiers, par exemple, qui sont fort complexes, qui sont fixés pour, je ne sais pas, 3 jours d'audition. Finalement, après des grosses négociations, on finit par s'entendre sur des modalités très précises. C'est là que c'est super pertinent là, d'avoir les projets d'entente pour justement être sûr de vraiment tout avoir ce qu'on souhaite versus un jugement où mais c'est le juge qui rend jugement puis qui décide des modalités puis des mesures, alors que là, c'est nous qui soumettons ça au tribunal pour que ce soit entériné. Donc, c'est ça. Ça peut être utilisé dans un consentement pur et simple aussi, là, mais je vous dis la pertinence, puis la plupart des dossiers dans lesquels c'est utilisé majoritairement, c'est ceux-là. Mais comme je vous dis, on en voit de plus en plus, là, même dans les dossiers simplement de consentement de part et d'autre. J'ai une question vraiment simple, mais de manière générale, à quoi ça ressemble un projet d'entente? Puis qu'est-ce que le parent s'engage à faire dans un projet d'entente finalement?
Mais le projet d'entente, là, c'est très simple. T'sais, au début, on met des considérants. Donc, par exemple, considérant que la directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection, considérant que la situation de l'enfant nécessite l'intervention de la directrice pour telle raison, considérant que tout le monde est venu en entente. Ensuite de ça, on met, par exemple, qu'est-ce qui est entendu au niveau du motif de compromission. C'est important de le nommer. Donc, on parle du motif de compromission. On parle des documents qui sont déposés aussi, hein, parce qu'au niveau de la directrice, nous, on dépose tout le temps des rapports. Donc, soit d'évaluation, d'orientation ou de révision, là, dépendamment du stade où on est rendu dans le dossier. Mais donc, il faut parler des pièces. Et si les parents ont des pièces à déposer ou l'enfant également, on l'inclut pour indiquer que, justement, tout le monde est d'accord à ce que ces rapports-là soient déposés pour valoir preuve et témoignage. Et ensuite, on parle justement, bon, quels sont les besoins de l'enfant dans ce dossier-là? Comment les parties vont se mobiliser pour régler la problématique pour que la sécurité de l'enfant et son développement soient plus compromis. Donc, on peut avoir plusieurs modalités. Et par la suite, on a une section où on parle des mesures. Donc, pour une durée de 9 mois, l'enfant sera maintenu dans son milieu familial. Il y aura aide, conseil, assistance, etc., etc. Les parents vont participer activement. Puis, il y a aussi possibilité toujours de prendre acte de plein de choses. Donc, prendre acte que, par exemple, les parents, je ne sais pas là, les parents s'engagent à ne pas discuter du dossier devant l'enfant, que les parents s'engagent à ne pas chicaner devant l'enfant, des choses comme ça, là. Donc, ça peut être vraiment, on peut faire appel à notre créativité beaucoup, beaucoup, toujours là, dans le cadre de l'article 91, donc de ce qui peut être rendu par le tribunal comme ordonnance. Parfait. Donc, est-ce que ça, généralement, est-ce que ça a des impacts positifs que les parents participent comme ça, qu'ils reconnaissent les motifs de compromission? Est-ce que ça rend ça plus facile un peu la collaboration? Bien oui, absolument, parce que c'est sûr que si on fait le parallèle, on s'est tout le monde entendu, on a signé un consentement, on est allé déposer ça devant le juge est super content qu'on se soit entendu, nous félicite, versus on n'est pas d'accord sur un point, on va tout aller témoigner l'un contre l'autre. C'est sûr que ça ravive un feu, puis par la suite, la collaboration peut être plus difficile, là. Donc, c'est sûr que tout le monde est gagnant de faire un projet d'entente, dans le sens où on ne passe pas par un processus difficile et pénible pour certains là, au niveau du tribunal où, bon, l'intervenant social vient témoigner de ses observations. Les parents viennent témoigner de leurs observations puis du fait qu'ils ne sont pas d'accord sur telle chose. C'est sûr que ça peut faire des flamèches puis ça peut être plus difficile au niveau de la collaboration par la suite. Donc, c'est sûr qu'on essaie toujours d'aller chercher un consentement de part et d'autre parce que ça permet par la suite de mieux collaborer puis de mieux travailler le dossier parce que ça reste que malgré, peu importe ce qui se passe en salle de cours, il va falloir que les parents et l'intervenant et l'enfant, évidemment, continuent de travailler ensemble là, de façon très, très, très régulière. Là. Donc, c'est sûr que ça évite de faire un petit bump in the road là, au niveau de la progression du dossier. Pour finir, nous avons demandé à Maître Ruel de nous donner ses conseils pour une étudiante ou un étudiant en droit à l'UQAM qui aimerait pratiquer en droit de la jeunesse plus tard. Donc, c'est sûr que la clé du succès pour travailler en droit de la jeunesse plus tard, ça passe par le stage. Donc, il y a 3 options au niveau du stage. D'ailleurs, moi, c'est ça qui m'a permis de pratiquer en droit de la jeunesse aujourd'hui. Donc, il y a un stage que les gens peuvent faire à l'aide juridique au niveau du secteur jeunesse, qui peut être une porte d'entrée. Sinon, évidemment, la DPJ est une autre très bonne porte d'entrée. Et il ne faut pas aussi négliger les cabinets privés qui font de la défense. Moi, c'est par là justement que j'ai commencé à en faire. Donc, les cabinets privés qui représentent majoritairement les parents et parfois les enfants, donc sous mandat privé et mandat d'aide juridique. Donc, ce sont les 3 façons d'obtenir un stage puis de toucher au droit de la jeunesse. Parce qu'autrement, c'est sûr qu'on ne se cachera pas, c'est un petit milieu. Il n'y a pas énormément d'avocats non plus. Là. C'est sûr, je ne parle pas de Montréal, mais par exemple, pour chaque district, il y a quelques avocats connus qui font de la protection de la jeunesse.
Mais ça reste quand même un petit milieu, donc c'est sûr que de faire un stage là, dans le domaine en partant, ça augmente les chances là, de façon exponentielle. Sinon, je sais qu'au contentieux, nous, par exemple, on engage des étudiants d'été qui viennent nous aider au niveau des rédactions. Donc, ça peut être une autre belle porte d'entrée pour justement se faire connaître et tout ça. Puis, c'est sûr que moi, je trouve que c'est toujours intéressant de continuer à s'impliquer là, au-delà du barreau. Moi, par exemple, je suis sur le jeune barreau là, de Longueuil. Ça me permet de connaître beaucoup de gens, de m'impliquer dans les activités, etc. Donc, je pense que c'est important aussi, après l'université, malgré tout, de continuer à s'impliquer, si ça peut être au barreau de votre section, barreau jeunesse là, de votre section. Ça peut être intéressant. Sinon, au niveau de la formation, c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément, mais comme je vous dis, il faut juste mettre les efforts au niveau du stage, puis à mon avis, après ça déboule tout seul. C'est ce qui conclut le 3e épisode du balado En famille présenté par le Comité de droit de la famille et de la jeunesse de l'UQAM. Donc, vous venez d'écouter la 2e partie de notre sujet sur la Commission Laurent et le droit de la jeunesse. Nous travaillons très fort présentement pour vous présenter une 3e partie qui comprendrait en fait le rôle de l'avocat du parent dans les instances en protection de la jeunesse. Nous ne savons pas quand nous serons en mesure de publier cet épisode, mais en attendant, nous vous invitons à écouter nos prochains épisodes ou encore ceux qui sont déjà publiés. Les prochains épisodes porteront sur divers sujets sur le droit de la famille, notamment sur la compétence in loco parentis, mais également sur la pratique en droit familial, donc la pratique en gros cabinet versus une pratique privée. Donc sur ce, bonne journée!